Igloo, le Mac de l'habitat. Salut, bienvenue dans Igloo, l'émission qui a la lumière dans toutes les pièces. Cédric Simonin, bonjour. Bonjour Eric. Vous allez bien? Ça va bien vous? Bah oui, tout va bien. On va recevoir Pierre Aubert, que vous connaissez bien puisque vous faites partie du même groupe, le groupe Vivialis. Pierre Aubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de Terre et Développement, une institution paraît-il. On en parle dans un instant avec vous. On fera un gros plan sur le métier de lotisseur aménageur. Avec grand plaisir. Mais auparavant, la lumière justement. Cédric Simonin, une info du monde merveilleux de l'habitat. Oui. Lumineux. Lumineuse information, parce qu'on va parler effectivement de lumière et des villes qui bénéficient de la meilleure luminosité en France. Donc dans l'ordre, Montpellier, Nice et Marseille sont les 3 métropoles françaises où les logements bénéficient de la meilleure luminosité. Parmi les 10 plus grandes villes de France, Montpellier est celle où les logements bénéficient de la meilleure et de la plus grande luminosité, avec une moyenne de 10h24 de lumière par jour en 2018. Et c'est un classement qui a été fait par nos confrères des chasseurs IMO de Sud Radio. Donc j'ai voulu relever cette information, et de la société Solène. Donc la préfecture de l'Hérault devance assez logiquement Nice, Marseille, Toulouse. À la 5e place, on retrouve Lyon, qui bénéficie de 9h21 de lumière par jour. Ensuite, Bordeaux, Nantes, et vient à la 8e place, Strasbourg, avec 8h43. On n'est pas loin, hein, 8h43, 8h55. Franchement, non, on est bien. Par contre, Brest-Wiggersheim, c'est pareil que c'est vraiment pourri. Non, c'est pourri. Alors là, on va avoir des problèmes. Donc, nous nous plaçons quand même devant Paris. En dernière position, Lille, avec 7h43 lumière par jour. Donc, la différence de luminosité est quand même importante entre le premier de ce classement, Montpellier, et le dernier, Lille. Elle est en moyenne de 2h41 par jour. Ce qui fait à la fin de l'année 880 heures de lumière en moins, soit 82 journées, 12 heures. Et c'est bon pour le moral, la lumière. Est-ce que c'est bon pour le prix de vente également ? Alors effectivement, et c'est pour ça que l'information reste quand même intéressante, si l'idée de mesurer précisément et de certifier la luminosité des logements est entièrement nouvelle, elle n'est absolument pas dénuée de sens, puisque la luminosité fait partie des 3 premières raisons d'achat ou de location d'un appartement ou d'une maison, selon l'enquête Ipsos réalisée par la société Velux. La luminosité a également un fort impact sur le prix de vente d'un logement. Plus il est lumineux, plus le prix de vente sera élevé. L'impact de la lumière peut atteindre 20% du prix d'un bien immobilier. Et tenez, c'est pas Trianon qui a un logiciel qui calcule la luminosité ? Oui, qui calcule la luminosité en fonction des heures et des saisons. Et on est leader sur le marché en France. Très bien, on enchaîne avec Pierre Aubert. Pierre, vous êtes gérant de Terre et Développement depuis 2017. Vous êtes le DAF du groupe Vivialis. DAF, c'est le directeur administratif et financier. C'est ça. Vous êtes dans le groupe depuis 2012 et avec vous aujourd'hui, on va faire un gros plan sur le métier de lotisseur aménageur. Avec plaisir. Alors c'est quoi lotisseur aménageur, tout ça? Enfin, on va en parler avec vous, Cédric. Bah oui, parce que c'est une question qui nous est posée sur les métiers de l'immobilier au sens large du terme. On a souhaité aujourd'hui parler du lotisseur. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pierre, qu'est-ce qu'un lotisseur? Qu'est-ce qu'un lotisseur? C'est une très bonne question, et c'est un métier qui est très peu connu et qui est souvent confondu avec le métier de promoteur immobilier. Et contrairement à un promoteur immobilier qui construit des logements, le lotisseur est un aménageur foncier. L'objectif, il est simple, il est valoriser au mieux les terrains sur lesquels on va bâtir des logements. Son rôle, c'est un peu un magicien, c'est de rendre constructibles les terrains qui ne le sont pas en l'état. Bon, il fait ça. Alors, va falloir m'expliquer, moi, parce que si un terrain n'est pas constructible, il n'est pas constructible. Et justement, il va vous l'expliquer. J'espère vous apporter la lumière pour vous expliquer tout ça. En tout cas, la tâche principale du lotisseur, c'est tout d'abord d'acquérir des terrains. On est sur des terrains de très grande envergure. On peut aller jusqu'à 4, voire 5 hectares. Ça fait combien de terrains de foot, ça? Ça en fait quelques-uns. Ça en doit faire au moins 4 ou 5. Ouais. Donc, une fois qu'on a fait l'acquisition de ces terrains, l'objectif est de déposer ce qu'on appelle un permis d'aménager. C'est très proche de ce qu'on connaît, qui est le permis de construire. Ensuite, on va engager l'ensemble des travaux pour rendre constructibles les 10 terrains, les diviser en plus petites parcelles et enfin vendre des terrains viabilisés, donc soit aux professionnels de l'immobilier, comme des promoteurs, soit à des particuliers qui souhaitent acquérir un terrain pour construire leur maison individuelle. Alors justement, si je suis particulier et puis que je détiens un terrain dans une zone à urbaniser, ça se passe comment? Alors, la bonne nouvelle, c'est que le terrain, il a de la valeur. Par contre, il y a une particularité. La particularité est que ce terrain est, à l'heure où on se parle, immédiatement non constructible. Donc, il a une valeur qui est la valeur de la terre agricole. Donc, il ne vaut quasiment rien. Par contre, ce terrain a de la valeur s'il est pris dans son ensemble.
On peut faire l'analogie, par exemple, avec un puzzle. Une pièce d'un puzzle, on le sait tous, ne vaut rien. Je pense que personne d'entre nous serait capable d'offrir une pièce de puzzle à son enfant pour son anniversaire. Par contre, pris dans son ensemble, il y a une valeur. Et c'est là qu'on a intérêt, pour un propriétaire de terre, d'aller voir un lotisseur dont le métier est de s'assurer qu'on a l'exhaustivité des pièces du puzzle pour pouvoir valoriser au mieux son terrain. Oui, alors j'imagine que lorsque l'on travaille sur de grands ensembles, cela prend du temps. Quelle est la durée moyenne d'une opération ? Alors la durée moyenne, dans le meilleur des cas, elle est de 2 ans, mais ça c'est quand tout se passe bien. Et en moyenne, on est à 5 ans, voire bien plus, lorsqu'on est sur des opérations qui sont plutôt très complexes. Oui, donc ça veut dire qu'il faut quand même une certaine solidité financière. Il faut une solidité financière réelle et sérieuse. Pourquoi ? Parce qu'on va engager des coûts très en amont d'une opération, avec, en ligne de mire, un retour sur investissement qui n'est qu'un retour sur investissement potentiel, parce qu'on le sait, quand on est sur une durée de 2 à 5 ans, on a énormément d'aléas, des aléas qui sont liés au marché, des aléas qui sont liés à la loi. Donc il faut être très prudent et s'assurer, effectivement, lorsqu'on est vendeur de terrain également, que le lotisseur que l'on a en face a une solidité financière suffisante pour mener à bien l'opération projetée. Oui, c'est clair. Est-ce que vous pouvez nous décrire les différentes phases du montage d'un dossier de lotissement ? Oui, il y a environ 4 grandes phases dans le lancement d'une opération. Il y a la première, on en a parlé quand on a des propriétaires de terrain, c'est la phase de prospection et de négociation foncière. L'objectif, c'est d'aller trouver des zones à urbaniser, d'aller trouver l'ensemble des propriétaires de cette fameuse zone et de négocier une vente potentielle auprès de ces propriétaires. C'est une phase qui peut être plus ou moins très longue, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces zones, on peut avoir des terrains, cette fameuse pièce de puzzle, qui peut être détenue par une multitude de propriétaires. On peut avoir le cas s'il y a une succession, et dans ce cadre, le lotisseur peut même faire appel parfois à des généalogistes pour trouver l'exhaustivité des propriétaires d'une parcelle. Et comme je vous l'ai dit, si on continue avec cette petite analogie avec le puzzle, c'est que lorsqu'on aura la totalité des pièces du puzzle qu'on pourra le valoriser. Et ça, seul un professionnel, un lotisseur, a le temps nécessaire et a la capacité financière pour pouvoir se le permettre. Alors quand on parle de puzzle, c'est vraiment ça. Hein. Si vous regardez un cadastre, dans certaines zones, à force de successions successives, finalement, vous avez des espèces de bandelettes qui sont associées l'une à l'autre, et il faut retrouver chaque propriétaire pour ne faire qu'un seul tènement foncier, comme on dit dans notre jargon. Hein. Exactement. C'est un vrai travail de fourmi. Hein. Donc une fois qu'on a l'exhaustivité de ces fameuses pièces, on est dans une phase qui est très administrative et urbanistique, qui est le dépôt d'un permis d'aménager. Le dépôt de permis d'aménager va cristalliser, va figer l'orientation qui sera prise par le lotisseur dans la zone et figera les règles d'urbanisme. C'est une phase qui est très importante et qui se fait en totale collaboration avec la mairie et avec les services de l'urbanisme. Ensuite, une fois qu'on a obtenu notre permis d'aménager et qu'il est ce qu'on appelle définitif, on va pouvoir avoir la phase de lancement des travaux et lancement de la commercialisation. Et avant, je vous parlais du promoteur, et c'est uniquement à ce moment-là que le promoteur entre en jeu et qu'il va se porter acquéreur de terrain viabilisé, comme pourrait le faire un particulier. Et on a enfin la dernière phase, qui est la phase de construction, pendant laquelle le lotisseur engagera l'ensemble des coûts pour aménager le lotissement, pour, en fin de compte, livrer des équipements communs à la commune. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez au final ? Alors la principale difficulté, elle découle du temps d'une opération, comme je vous le rappelle, qui était entre 2 et 5 ans, c'est le montant des fonds propres qui sont à engager. C'est assez particulier comme métier parce qu'on va devoir engager des fonds très en amont, alors même qu'on ne sait pas forcément si on arrivera à aller au bout de l'opération. Si on termine avec l'analogie du puzzle, c'est combien d'entre nous qui ont, quand on a fait l'acquisition d'un puzzle de plus de 5000 pièces, avions toute la motivation nécessaire pour aller au bout, et on ne termine pas. On est pareil dans le lotissement, on n'aura de la valeur dans le lotissement que lorsque la dernière pièce du lotissement sera assemblée. Donc ces fameux coûts, effectivement, ils sont engagés très en amont. C'est un petit peu un pari sur l'avenir qu'on fait. Et aujourd'hui, face à une réglementation qui est de plus en plus contraignante et à des coûts de travaux qui sont en forte augmentation, malheureusement, on a vu beaucoup de professionnels qui ont disparu parce qu'ils n'avaient plus la capacité financière pour mener à bien les opérations projetées.
Et à part ça, vous êtes bon au poker. Effectivement. Ouais. Il vaut mieux. D'accord. Il vaut mieux. Bah, c'est un, Merci, Eric. c'est un coup de poker à chaque fois. Ouais. Maîtrisez quand même, parce qu'on engage des fonds. Hein. Un bon joueur de Exactement. poker maîtrise, il n'y a pas de problème. Ah, si vous le dites. Une question qui fâche. Les lotisseurs n'ont pas toujours bonne presse, car on associe souvent à des gens qui... on les associe à des gens qui font de l'étalement urbain. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça? Alors effectivement, C'est moche, c'est tellement moche. laid ça. Moi je fais de l'étalement urbain. Ouais. Ah, Très mauvaise presse. ouais, très mauvaise presse. Ouais. Ouais. Non mais le mot est moche. Je fais de l'étalement urbain. Ouais. Bon bref alors. Je densifie donc- à outrance. Alors, Alors. on va le laisser répondre. Ouais, Eric. oui, si mais tu veux répondez bien. enfin. Monsieur Aubert, allez-y. Sinon chantez. Bon. Non, on va parler. Ce qu'il faut savoir en préambule, c'est que ce fameux étalement urbain répond à des enjeux pour les mairies. Il répond à des enjeux de densification pour permettre à ces fameuses communes de garder les jeunes. Face à ça, effectivement, nous nous attachons à anticiper l'impact de nos opérations sur le long terme en étroite collaboration avec les communes et, c'est très important, avec les bureaux de contrôle. On a un certain nombre de bureaux de contrôle qui interviennent pour notre compte et notamment, nous travaillons très en amont avec les bureaux de contrôle environnementaux pour s'assurer que la densification et que l'impact de nos opérations est le plus faible possible sur 3 types de sauvegarde environnementale qui sont la sauvegarde de l'eau, la sauvegarde de la faune et la sauvegarde de la flore. Nous nous attachons clairement à créer des lieux de vie qui sont désirables et sains. Ça, c'est vraiment important pour nous. Et l'objectif, c'est s'assurer une cohésion sociale et générationnelle en maîtrisant le plus possible la densification qu'on propose sur nos lotissements. Par contre, il faut savoir que ces fameuses zones à urbaniser sont ouvertes par des mairies, je l'ai dit, parce que c'est vital pour elles. Et on a parfois le cas où des mairies... On a parfois le cas où des communes se retrouvent bloquées avec un besoin de densification, mais avec des propriétaires qui sont dans ces fameuses zones à urbaniser et qui refusent de vendre leur terrain. On a de plus en plus le cas où les maires, face à ce désarroi, vont déclasser des zones. Donc, ce qui veut dire que les zones qui étaient à urbaniser, où les propriétaires pensaient qu'ils allaient pouvoir un jour en tirer profit, se retrouvent du jour au lendemain avec des terrains qui sont déclassés en zones agricoles, voire des zones naturelles. Donc des terrains qui pouvaient potentiellement avoir de la valeur, on va dans l'autre sens, deviennent des terrains à valeur zone agricole. Donc il est clairement important que lorsqu'on est dans une zone urbanisée... C'est pas le même prix de vente. Exactement, c'est plus du tout la même chose. On parle de plus entre divisé par 100 et fois 100 en termes de prix. Donc effectivement, il y a une valeur qui peut complètement changer. On a encore le temps ou j'ai encore une question qui fâche? Non, on n'a plus le temps. J'avais une bonne question qui fâche. Ah bon, alors si c'est une question qui fâche, allons-y. Allez, une question qui fâche. Allez, qu'est-ce que vous répondez aux particuliers qui pensent que la différence entre le prix d'achat des terrains qu'ils vous vendent et le prix de revente que vous pratiquez est trop forte? Ça, c'est une question qui tue. Ouais, elle est méchante. C'est un peu la Bourdin. Ouais, elle est méchante. Je crois que c'est la première fois que je pose une question comme ça. En plus, vous avez un peu le look. Oh, finesse. Ah ouais. Non, pas du tout. Oh merde, j'ai pris un coup de vieux. Pas du tout. Bon, la différence, elle existe. Elle est claire. Mais il faut savoir qu'elle tient compte d'éléments qui sont tous pris en charge par le lotisseur. Il y a 3 gros points qu'il faut avoir en tête et qui expliquent cette différence entre un prix d'achat que l'on propose à un propriétaire foncier et les prix de vente effectués. La première, c'est, j'en ai parlé depuis le début, c'est ces fameux coûts qui sont de plus en plus importants, en augmentation face à une réglementation de plus en plus contraignante. Il faut savoir que toutes nos opérations sont pensées avec l'aide de bureaux d'études techniques, de bureaux d'études environnementaux, d'architectes. Ensuite, le lotisseur prend en charge l'ensemble des coûts liés à la viabilisation des parcelles. On a des coûts qui sont de plus en plus forts. Il y a forcément des coûts qui ne se voient pas. C'est un peu complexe pour nous, mais alors je vais prendre un exemple qui est compliqué. Mais aujourd'hui, nous avons l'obligation de retenir toute l'eau potable issue du lotissement à l'intérieur du lotissement, ce qui nous oblige aujourd'hui à mettre ce qu'on appelle des bassins de rétention qui doivent être mis sous les voiries de nos lotissements. Donc c'est des coûts qui sont très forts et qui sont pris en charge par le lotisseur. Et il y a un dernier point qui est très important, qui est les coûts indirects. Il faut savoir, et ça c'est important que les vendeurs le sachent, c'est qu'un lotisseur ne vend pas 25% de la surface qu'il a achetée. Donc on a 25% de surface qui sont utilisées, non pas pour de la vente, mais pour des équipements communs.
Donc lorsqu'il achète 100%, il n'en revendra que 75% au final. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est comme un particulier. Oui, excusez-moi. Non, allez-y, vous êtes juste en train de battre le record de mots prononcés dans une seule émission Igloo, mais okay, allons-y. On est bientôt au bout, Encore une demi-heure à peu près. Ouais, ça sera pas mal. Donc j'en étais. Oui, un lotisseur, comme un particulier, lorsqu'il fait l'acquisition d'une maison, il fait une demande de financement. En tant que professionnel, tout lotissement fait l'objet d'un financement. Et en tant que lotisseur, on doit montrer patte blanche devant le banquier et on doit lui proposer une opération qui a une rentabilité suffisante pour lui prouver qu'on mènera à bien l'opération. Et un point qui est très important, c'est que l'on met en place ce qu'on appelle une garantie financière d'achèvement. Ce qui permet d'assurer aux acquéreurs de nos terrains que les travaux iront jusqu'au bout, même si le lotisseur devait être en cessation de paiement. Donc ça, c'est vraiment très important. Et enfin, en tant que professionnel, on est une société, donc on a clairement une rentabilité à tenir pour permettre de perdurer dans le temps, pour permettre de sauvegarder l'emploi dans notre société et enfin d'innover continuellement sur les opérations que l'on propose aux communes. Merci beaucoup, c'était long mais clair, hein. Pas de souci. Merci le métier beaucoup. De lotisseur aménageur. On a découvert ça pour la plupart d'entre nous, moi le premier. Aujourd'hui, merci beaucoup Pierre Aubert, merci Cédric Simonin. Merci Eric. L'émission on la retrouve sur topmusic.fr et sur Igloo on Air sur Facebook et sur le site de Trianon Résidence. À très vite, merci, salut. Merci. Salut.